Donc, dans l'optique de favoriser un espace sûr, difficile mais nécessaire, où des différences d'opinion sont attendues et où le respect mutuel est requis, nous avons commencé depuis le mois d'août à vous proposer une série d'ateliers. Parlons santé mentale sans tabou. Donc, cette série compte 6 ateliers toutes les 3 semaines jusqu'en novembre, avec l'objectif d'aborder les enjeux et les limites liées à l'offre en santé et en services sociaux pour les personnes d'origine africaine et caribéenne LGBTQIA+. Donc, les populations faisant partie de la diversité sexuelle et de genre, en plus d'être issues de minorités ethno-culturelles, font face à une double stigmatisation. Le manque de visibilité médiatique, les problèmes liés à leur intégration sociale dans le milieu dans lequel elles vivent et les procédures d'immigration sont autant de problèmes auxquels elles doivent doublement faire face. Donc, ces ateliers mettent en lumière les problèmes de santé mentale que vivent les personnes LGBTQIA+, d'ascendance africaine et caribéenne au Canada, donc plus particulièrement à Toronto, pour mieux comprendre les attitudes et les facteurs psychosociaux qui sont à l'origine de cette problématique. Donc aujourd'hui, notre intervenant, Laurent Francis Ngoumou, parlera des problèmes de dépendance chez les personnes LGBTQIA+, d'ascendance africaine et caribéenne. Donc dans la même lancée, nous vous partagerons un questionnaire anonyme et confidentiel à la fin de l'activité que nous vous demanderons de prendre le temps de remplir pour que Laurent Francis Ngoumou puisse développer un guide qui permettra d'augmenter l'inclusivité des personnes LGBTQIA+, d'ascendance africaine et caribéenne dans les services offerts dans la communauté et d'améliorer les services francophones auprès des personnes LGBTQIA+, d'ascendance africaine et caribéenne. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter Laurent Francis. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Laurent Francis est titulaire de 2 maîtrises, l'une de l'Université Jean Moulin Lyon 3 en francophonie et mondialisation, l'autre en art, travail social et droits humains de l'Université des sciences appliquées Alice Salomon de Berlin. Sa thèse a porté sur les droits et la réglementation des demandeurs et demandeuses d'asile dans le contexte de l'Union européenne, en forme d'études comparatives des homosexuels camerounais en Allemagne et en Belgique. Présentement, elle fait son doctorat en travail social avec une majeure en sciences politiques à l'Université de Laval au Québec. Donc, ses intérêts de recherche incluent les enjeux des politiques migratoires internationales de personnes de la diversité sexuelle et de genre d'origine africaine et caribéenne, les réalités sociales des minorités sexuelles en Afrique subsaharienne, contexte précolonial, colonial, postcolonial, et les barrières systémiques à leur intégration sociale dans les pays d'accueil, le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les minorités sexuelles afro-caribéennes dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil, pour en nommer quelques-uns. Laurent Francis est afro-queer et a une expression de genre non-binaire, et donc elle accepte qu'on utilise tous les genres. Merci Laurent Francis d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, donc je te donne la parole. Oui, tout d'abord, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cet après-midi à cet atelier où on va parler des dépendances. Particulièrement aussi, je tiens à m'excuser parce que l'atelier devait se tenir la semaine dernière et j'avais des problèmes d'angine, au fait, dont je n'arrivais pas à parler. Donc, c'est pour cela que j'ai dû repousser l'atelier aujourd'hui. Et je vous remercie. Aujourd'hui, je pense particulièrement, j'ai une pensée profonde à des jeunes personnes LGBTQ qui traversent des moments difficiles actuellement au Sénégal, au Bénin et dans beaucoup de pays d'Afrique. Et beaucoup sont encore, sont encore au désert, ne connaissent pas encore leur réalité. Où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont encore rentrer chez eux? Parce que beaucoup ont décidé de partir de chez eux à cause des persécutions qu'ils vivent dans leur famille. Donc aujourd'hui, je demande qu'on pense à toutes ces personnes-là, en fait, qu'on pense à toutes ces personnes-là. Et aussi, on pense à toutes ces personnes-là. On pense aussi à toutes ces personnes qui sont arrivées ici au Canada et dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique, d'autres pays en tant que demandeurs d'asile. Il faut penser à toutes ces personnes-là, les problèmes, les difficultés qu'ils traversent, les problèmes qu'ils ont, tous les problèmes qu'ils ont. C'est pas facile de venir dans un pays où on ne connaît personne et les procédures d'asile, les procédures juridiques sont des problèmes qui sont vraiment difficiles. Je pense aussi à tous ces étudiants LGBT qui sont dans les universités, qui sont confrontés à dire à leurs parents
leurs parents restent au pays, leur réalité sur leur orientation sexuelle et aussi qui doivent affronter la réalité de leur cours et aussi qui doivent affronter d'autres réalités dans le milieu LGBT. Comme on dit en Afrique, il faut rappeler aussi que ces ateliers sont faits sur le prisme du savoir-faire africain. Ici, dans ces ateliers, on tient à valoriser le savoir-faire africain. Il faut montrer que le savoir-faire africain, comme le savoir-faire autochtone, est vraiment pertinent de nos jours aujourd'hui si on veut inclure les personnes au sein d'une société donnée. Et aussi, comme en tradition africaine, il faut d'abord faire souvent appel à la méditation. Je vais vous inviter à méditer pendant 3 minutes au travers de la chanson de Alpha Blondy. J'ai mis Alpha Blondy, le style Jérusalem, parce que dans cette chanson, Alpha Blondy prêche beaucoup plus l'amour entre les différentes religions du monde. Et il prêche la tolérance entre eux. Il intitule le thème Jérusalem, s'appelle à la réconciliation, euh, quelles que soient nos différences de religion, d'obédience, qui on est, s'appelle à la religion, à la réconciliation, au pardon et à l'amour. Donc, je vous dis 3 minutes 11 secondes de méditation sur ces paroles, ces chansons, avant de commencer proprement dit notre sujet. Merci. Merci beaucoup, Kinyo. Merci pour... vous avez suivi les paroles. On ne pouvait pas dérouler toute la chanson quand même. C'était pour méditer 3 minutes 13 secondes. On a pu voir, il parlait de Jérusalem, il parlait de réconciliation entre musulmans et chrétiens, il parlait d'amour au fait, il parlait de l'amour, parce que c'est vraiment important, l'amour, la tolérance, la réconciliation entre les personnes, quelles que soient leurs différences. Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème tel que le thème de la dépendance. La dépendance chez les personnes d'ascendance africaine et caribéenne. Excusez-moi, moi, je n'aime pas trop utiliser le terme racisé. Racisé, parce que c'est à partir des races qu'on définit des personnes. Donc, c'est pour cela que vous verrez toujours dans mes thématiques, je parle beaucoup plus des personnes LGBTQ d'ascendance africaine et caribéenne. Leur ascendance, pour moi, c'est beaucoup plus important face aux problèmes de santé mentale. Donc, on sait que particulièrement qu'en Afrique, la dépendance existe au fait, mais c'est souvent difficile que les gens reconnaissent leur dépendance quelque part. Il faut comprendre qu'aussi en Afrique, là, on sort, euh, c'est vrai que dans certaines grandes villes, on parle qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais c'est pas encore répandu, c'est encore beaucoup tabou dans certaines familles au fait. Et aussi, les gens n'arrivent pas souvent à repérer en Afrique qu'ils ont des problèmes de dépendance, au fait. C'est comme ça. Mais il faut en parler parce que c'est important. Lorsqu'on vit la dépendance de quelque chose, ça peut nous empêcher de travailler, de bien sourire à la vie, de bien intégrer la société dans laquelle nous vivons, au fait. Il est important d'être en bonne santé mentale pour intégrer la société d'accueil, le cas du Canada, là où nous vivons aujourd'hui. OK. Là, là d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est la dépendance, qu'est-ce que c'est. Beaucoup de gens entendent souvent dire qu'est-ce que la dépendance, ils ne savent pas qu'est-ce que la dépendance au fait. Qu'est-ce que la dépendance? Il est important de définir le concept de dépendance ici. Et aussi, il faut rappeler que j'ai simplifié la définition de la dépendance afin que tout le monde puisse comprendre avec ses propres mots. Et si vous ne comprenez pas, je peux le redire en d'autres mots plus familiers à votre langage pour que vous arriviez à comprendre qu'est-ce qu'on entend par dépendance. Alors, on va commencer. Selon l'Association canadienne de psychologie en 2018, la dépendance se traduit par un besoin irrépressible et incontrôlable de consommer une substance ou d'effectuer certaines actions. Lorsque ce besoin est assouvi, il procure un certain plaisir. Il crée un sentiment de manque. En anglais, on parle de craving, dont les conséquences peuvent être plus ou moins importantes selon le niveau de dépendance auquel la personne est confrontée. Autrement dit,
La dépendance peut être psychologique ou physique. Elle est caractérisée par un comportement répétitif pour satisfaire un besoin impérieux. La dépendance psychologique peut se manifester par l'abus d'une substance telle que l'alcool ou la drogue ou alors le sexe. Je n'avais pas encore fini la définition. OK. Oui, oui. S'agissant de la dépendance physique, elle peut être relative aux symptômes de sevrage pour donner suite à l'abus de certaines substances. Donc, autrement dit, la dépendance ici, c'est la consommation abusive des substances telles que l'alcool, tel qu'on l'a dit, et parfois, par exemple, pour faire un devoir, tu es toujours obligé de consommer l'alcool. Pour dormir, tu es toujours obligé de consommer tu as envie de consommer l'alcool. Donc là, ça devient abusif, au fait. Là, c'est là, à partir de là, qu'on appelle la dépendance. Il faut faire bien attention. On peut bien consommer de l'alcool, on peut bien prendre certaines substances, mais lorsque ça devient impératif à notre survie et répétitif, c'est là où ça devient mauvais. C'est là où la frontière se situe, au fait. C'est là où il y a la frontière. Donc, c'est la première définition, c'est la définition que l'Association canadienne des psychologues nous offre aujourd'hui. Si vous avez des questions à la fin de la présentation par rapport à qu'est-ce que la dépendance et si vous n'avez pas compris cette définition, je pourrais redéfinir ce terme avec des propos familiers à votre langage. Merci. Maintenant, la deuxième question est de savoir comment se manifeste la dépendance. Comment se manifeste la dépendance? Autrement dit, quels sont les signes qui montrent que une personne est atteinte de dépendance? Comme premier point, nous avons difficulté à arrêter la pratique d'une activité ou d'une substance. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, ça devient une obsession pour vous. Vous ne pouvez pas rester une journée sans boire l'alcool. Ça devient une obsession pour vous en ce qui concerne les substances. Ça devient une obsession pour vous. Vous ne pouvez pas rester 1 heure sans fumer. Vous ne pouvez pas rester aussi 1 heure sans jouer aux jeux vidéo, par exemple, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Ce sont des substances, mais entre guillemets, des substances de jeu. On peut dire ça, substance de jeu. Vous ne pouvez pas rester 1 heure. Peut-être que certaines personnes abusent de l'aspirine. Parce qu'en Afrique, on connaît beaucoup plus l'aspirine ou bien le paracétamol quand on a mal à la tête. On ne sait plus. Et aussi, par exemple, ça peut être la nourriture. On mange à toute heure, à chaque seconde. Comme deuxième manifestation, avoir un besoin intense de consommer et de prendre part à une activité. Oui, les activités, au fait aussi. Par exemple, j'aime chanter. Si j'aime chanter, je me mets à chanter à tout moment, à toute heure. J'aime aller au sport, de telle sorte que le sport m'obsède tellement, de telle sorte que je n'arrive pas à aller à chercher, par exemple, le travail. Et lorsque je suis au travail, au lieu de me concentrer à mon travail, je pense à autre chose, je pense à aller jouer, je pense à aller faire du sport. Je, je- lorsque ça nous obsède, la vie, là, c'est là où c'est mauvais. Lorsque ça devient une obsession, ça devient très difficile. Comme manifestation, la sensation d'irritabilité, anxiété et nervosité lors de l'arrêt d'un comportement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, par exemple, si on passe une journée ou bien 1 heure sans consommer de l'alcool, on devient nerveux, on a peur, on devient violent, en fait. On devient violent, on a peur, on ne sait plus, on a l'impression que le monde s'arrêtait, en fait. Donc, c'est ce genre de comportement-là que ça donne. Par exemple, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous verrez, par exemple, chez certains enfants ou bien chez des adolescents,
même certaines personnes âgées, même au fait aussi, ou bien certains jeunes au fait aussi. Si vous enlevez la PlayStation ou bien vous enlevez la PlayStation des mains, l'enfant va se mettre à pleurer, ça va se mettre à pleurer, à vouloir à se taper au sol, ou bien le jeune va se mettre à faire du bruit à la maison, en fait, tout simplement parce qu'on a confisqué le jeu, parce qu'on a constaté que constamment la personne euh, joue de manière illimitée. Et comme quatrième point de manifestation, le sentiment de culpabilité dû à la pratique de ce comportement. Donc, il y a le sentiment de culpabilité dû à la pratique de ce comportement. Donc, il y a ce sentiment-là qui renaît de culpabilité lorsque on a de tels comportements, en fait. Voilà à peu près, c'est pas tout, mais c'est les éléments que j'ai pu englober en termes de manifestation de la dépendance. Et maintenant, les différents types de dépendance. Comme j'ai parlé tout à l'heure, on a comme différents types de dépendance, on a l'alcool. L'alcool, ça peut être les whisky, ça peut être la bière, ça peut être toute forme d'alcool parce qu'il y a des formes en forme de sucette, en forme de bonbons, en forme de glace maintenant. Donc, toutes les catégories d'alcool. Et là, même aussi, on peut aussi mettre aussi il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi maintenant les jus, les jus pleins de saccharose, là. Il y a des gens qui abusent des jus, au fait. Et on connaît la dépendance au jus. Donc, elle ne peut pas manger s'il n'y a pas de jus. Elle ne peut pas faire quelque chose s'il n'y a pas de jus. Et on connaît que qu'est-ce que le sucre apporte comme dégâts à l'organisme au même titre que l'alcool. Parce qu'on voit plus rapidement l'alcool parce que l'alcool fait perdre l'équilibre psychologique et l'alcool fait perdre l'équilibre psychologique et en même temps, c'est pour cela qu'on voit plus rapidement l'alcool. Et pourtant, dans les jus, les sucres, là, on ne le voit pas. Mais ça donne par exemple le diabète et beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres maladies. Et comme nous sommes sous le prisme africain, en Afrique précoloniale, dans les traditions africaines, il est important de ne pas abuser de certaines choses, au fait. Parce que les gens ont toujours tendance à dire non, ça n'existe pas chez nous en Afrique. Si, lorsqu'on voit l'histoire précoloniale africaine, on voit que la consommation abusive de l'alcool, par exemple, par des autorités, par des chefs traditionnels, par des notables, est mal vue. Donc, ça veut dire que c'est un chef traditionnel. Si, par exemple, un notable et que vous mettez à je peux dire, en état d'ébriété devant la population, vous êtes un père de famille ou bien un grand frère d'une famille, vous êtes en état d'ébriété devant vos frères, devant des gens, c'est souvent mal vu au fait. C'est une manière en Afrique déjà, je sais que lorsqu'une personne a ces comportements répétitifs, qu'est-ce qu'on fait en Afrique pour résoudre ce problème, concrètement en Europe? Je sais que dans les familles africaines, on fait souvent les assises familiales où on interpelle les personnes aînées de la famille, les grandes personnes qui décident, qui ont des points de vue importants dans la famille, et on essaie de confronter la personne, de lui montrer les bienfaits et les méfaits de l'alcool. On essaie de lui démontrer que comment est-ce qu'on peut t'aider et qu'il ne faut plus répéter ce genre de comportement. Mais par la suite, ces conseils familiaux permettent souvent ensuite à l'individu de changer s'il abusait de l'alcool, au fait. Mais comme je sais que particulièrement que ça, c'est ce que l'Afrique propose en termes pour lutter contre ces différentes dépendances, c'est ce que l'Afrique propose souvent. En Afrique, on propose d'abord des conseils familiales. Au niveau de la cellule familiale, les parents essaient de te donner conseils. Lorsque ça dépasse les parents, on appelle les oncles. Et lorsque ça dépasse les oncles, on appelle le chef de la communauté. On fait asseoir des grandes personnes pour essayer de voir s'il y a des rites particuliers. Dans certaines régions, il y a des rites particuliers qu'on fait passer aux hommes et aussi des conseils aussi. On te fait peut-être une fois par mois, tu dois rencontrer un notable ou bien aîné de la famille, tu lui racontes comment est-ce que tu vis ta dépendance.
Mais, mais lorsque nous arrivons ici en Occident, on n'a pas parfois, comme nous sommes dans le cas des personnes LGBT, beaucoup ont perdu leur famille, beaucoup ont laissé leur famille à cause de leur homosexualité, beaucoup vivent seuls. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir vis-à-vis de cela? Parfois, nous vivons dans les maisons seuls, dans les appartements, on partage des appartements en colocation avec des personnes qui ne connaissent pas notre réalité. Et c'est souvent, c'est là le point où il est difficile de repérer. Au moins, si vous avez des gens qui vous connaissent très bien, ils peuvent facilement le repérer lorsque vous avez une courbe de dépendance. Et en ce temps-là, il est souvent, donc c'est, on va arriver, on va arriver au conseil après. Maintenant, avec le tabagisme maintenant, le tabagisme, je sais que en Afrique, en Afrique, en Afrique précoloniale, le tabac était consommé et aussi c'était un gros qui était consommé. C'est avec l'arrivée de la colonisation que certains crus ont été interdits. Mais ce tabac-là, je ne pense pas que consommé par certains rois, certains notables, n'était pas aussi quelque part, c'était comme par exemple certains grog qui, dans certaines tribus, fumés par des notables, certaines personnes, c'était pour la santé. Et parfois même, on donnait du tabac à base de certains grog à certaines personnes pour guérir certaines maladies. Mais ici, mais ici en Occident, même en Afrique même, ce qui nuit, c'est l'excès au fait, l'excès à sa propre santé et le fait qu'on ne peut même pas arrêter. Il n'est pas interdit de fumer, mais c'est le fait ça devient comme une routine au fait. On ne peut pas vivre sans tabac. Et pourtant, il est important de réapprendre à vivre sans tabac et consommer, mais pas de manière abusive, au fait. C'est de ça qu'il s'agit parce que en même temps, imaginez aujourd'hui, en même temps, vous faites du mal à votre santé, et vous faites du mal à la santé de votre entourage, au fait. Vous faites, par exemple, à côté d'une femme enceinte et que vous fumez constamment, là, ça peut déranger. À côté d'une personne même normale, le tabac dérange. Donc, il y a certains drogues et certains médicaments que les personnes abusent souvent. On sait que, par exemple, je prends par exemple le cas des personnes, il peut vous arriver euh, d'avoir mal au bras et aller à l'hôpital. On vous donne certains médicaments pour calmer votre douleur, mais à un moment donné, la douleur finit et vous n'êtes plus malade, mais vous créez des prétextes pour avoir ces médicaments-là parce que, soi-disant, peut-être que ça vous donne plus d'énergie, ça donne plus d'énergie, mais le fait d'en abuser, c'est là où ça devient de la dépendance. Il faut boire tel que le médecin vous a prescrit. Et lorsque vous guérissez, il faut aussi arrêter la consommation. J'ai mis le vagabondage sexuel au fait. Le vagabondage sexuel ici, surtout pour les personnes, c'est vrai que c'est pas dans toutes les contrées, dans tous les pays africains, mais beaucoup plus, il y a dans l'imagerie populaire, la doxa, à ce que pense le peuple. Ils disent que pour être un vrai homme, certains, pas tous, pour être un vrai homme, il faut avoir beaucoup de femmes ou bien beaucoup de relations sexuelles. C'est ça qui montre que tu es un vrai homme. Mais je sais quand même qu'avec les personnes LGBT qui sont persécutées en Afrique, cela restreint, il y a le vagabondage sexuel, mais cela euh, restreint quand même aussi le fait de multiplier les partenaires. On est obligé parfois de rester avec un partenaire pour rester dans la discrétion, de ne pas être persécuté. Mais lorsque nous arrivons, par exemple, ici, par exemple, le cas du Canada, on sait qu'il y a les sites de rencontres, il y a les sites de rencontres et il y a les sites de rencontres où quand on connaît que dans ces sites de rencontres, beaucoup d'études montrent que dans ces sites de rencontres même, et à partir de mon expérience en tant que personne noire homosexuelle, au fait aussi, on remarque que lorsque vous êtes une personne noire dans un site de rencontre, on vous demande, excusez-moi de l'expression, de montrer vos photos de pénis, de montrer, donc il y a cette animalisation de la sexualité des personnes noires dans les sites de rencontres. Donc, si tu n'obéis pas à certaines catégories, il faut avoir des muscles, il faut être le noir, entre guillemets, Tarzan, le noir féroce, tigre, lion, féroce. Et il faut avoir tous ces attributs-là. Généralement, c'est ça qu'on va te demander généralement. Et beaucoup tombent souvent. Ce type de rencontre deviennent obsessionnels. Ça veut dire que
tu peux pas passer une journée sans rester dans ce site de rencontre-là. Et quand tu restes dans ce site de rencontre-là, qu'est-ce que ça favorise? Par exemple, on n'interdit pas, on n'interdit pas aux gens de changer de partenaires sexuels. Mais en même temps, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles avec 5 personnes en une seule journée, est-ce que ce n'est pas déjà, ou bien 10 personnes en une seule journée, est-ce que ce n'est pas de la dépendance? Tu ne peux pas rester une journée sans avoir fait l'amour, même avec 5, 10 personnes, ou bien sans se masturber peut-être 20 fois. C'est là où le bas blesse. On peut comprendre au fait aussi que pendant les procédures, de demande de statut de réfugié, lorsqu'on est, lorsqu'on a encore demandé d'asile, lorsqu'on n'a pas encore eu son statut de réfugié, il y a parfois, on n'a pas de boulot dans le pays, on n'a pas de boulot, on n'a rien à faire et on a envie de communiquer avec les gens. Mais lorsqu'on va communiquer avec des gens et en même temps, peut-être qu'on cherche du sérieux, avoir une relation sérieuse avec une personne qu'on aime, mais on se retrouve là avec des gens sur des sites de rencontres, avec des gens, eux, ils sont là pour du sexe au fait. Finalement, avec la pression, à force de chercher l'âme sœur, on n'arrive pas toujours à trouver. On a toujours des propositions des personnes qui nous proposent juste de venir faire du sexe quelques minutes et repartir. Et c'est que beaucoup sont souvent choqués par cette culture-là, parce que pour certains Africains, n'ont pas beaucoup cette culture-là. Et il y a tellement, chaque fois que tu entres dans cette rencontre pour rencontrer une personne, c'est toujours les mêmes demandes qui arrivent toujours. Finalement, certaines personnes finissent par s'emporter. Ça veut dire qu'ils deviennent des vagabonds sexuellement. Il sait que parce qu'il est noir et, et à la fin, il ne trouve même personne avec qui avoir une véritable relation, mais il se retrouve à faire du vagabondage sexuel du jour au lendemain. Il n'arrête plus au fait. Et pourtant, au départ, c'était quelque chose où il est parti là pour chercher juste un partenaire de vie et une personne qui va l'aimer tel qu'il est. Mais à la fin, il se retrouve, à cause du mensonge et tout ce qui existe dans ce site, il se retrouve dans la dépendance de toujours connecté dans le site de rencontre, toujours en train de chercher le nouveau mec. Même s'il a fait l'amour avec 20 personnes la veille, le lendemain, il va toujours chercher 20 autres personnes, au fait. Donc, ça rejoint le dernier thème que j'ai parlé, la masturbation. On peut comprendre que oui, il faut se masturber, mais lorsque ça devient obsession, ça veut dire que tu te masturbes à tous les heures, en fait. Tu te masturbes tous les jours, de lundi au vendredi, à tous les heures. Parce qu'il faut parler de cette sexualité entre nous. Et aussi, on sait que la masturbation, quelque part, ce sont des études qu'un collègue est en train de faire en ce moment. Par exemple, le fait que certains utilisent des gourdes pour se masturber. Et à la fin, ça finit par dilater l'appareil sexuel, parfois pour certaines personnes. Et vous imaginez que si vous utilisez, par exemple, un gourde qui a la taille d'un pied ou bien d'une main, et vous utilisez de lundi à vendredi, peut-être 10 fois, 20 fois par jour, cela va finir par rendre votre orifice sexuel, votre appareil sexuel plus que la normale. Cela voudrait dire quoi? Et quelle est la conséquence qui vient après? Cela voudrait dire que si vous rencontrez un être humain qui a les proportions, qui a par exemple un pénis normal, qui a les proportions normales d'un être humain, et lorsque vous allez faire l'amour avec cet être humain qui vous aime, avec ses proportions normales, certains noirs se retrouvent toujours, on les demande que, mais pourquoi toi tu n'as pas de XXL? Donc les gens font une vision des films pornographiques sur vous, ils font une vision des godes qu'ils utilisent chez eux pour eux parce qu'ils trouvent que tu es noir, tu es normal, ton pénis est normal et tu fais l'amour normalement parce que eux ils ont déjà certaines visions de la masturbation où quand tu vas faire l'amour avec eux, tu seras en relation avec eux, tu seras comme un lion, tu seras féroce. C'est valable aussi pour les femmes, au fait, des femmes noires, au fait aussi. On pense qu'elles sont des tigresses, elles vont faire des tigresses au lit. Et pourtant, on est arrivé qu'il n'y a pas, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a des petits pénis partout, il y a des moyens pénis partout, quelle que soit la couleur de la peau d'une personne. Et nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres normaux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça devient blessant
Et justement, lorsqu'il y a cette dépendance de la masturbation, il faut faire attention. C'est bien beau au départ, mais avec l'abus, dénaturez, vous vous dénaturez vous-même au fait. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus ressentir les goûts naturels. Par exemple, le sexe naturel avec une personne normale qui a un pénis normal. Parce que, je ne sais pas, peut-être une année à 365 jours, en 365 jours, vous utilisez un god comme le pied. C'est normal qu'à un moment donné, et cela a de l'impact sur votre psychologie. Vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose. Vous avez l'impression que tout ne va pas bien. Et en même temps, mais vous êtes toujours là, en fait. Il est parfois temps de faire un temps d'arrêt et de redéfinir ses priorités et de voir qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi dans la vie. Donc, prochaine étape. Maintenant, il y a aussi les substances, les jeux de hasard. Les jeux de hasard, ça veut dire que l'abus des jeux, les jeux de hasard, les jeux de hasard aujourd'hui ne sont plus seulement sur aller payer de l'argent pour jouer. Avec son téléphone hashtag, avec son ordinateur, il y a des jeux là, il y a certaines personnes qui s'abandonnent souvent. Ils peuvent jouer toute une journée, alors que, par exemple, il est dans un pays où il devait peut-être apprendre l'anglais ou le français, ou alors peut-être chercher à faire une formation gratuite en ligne, mais la personne, en attendant ses papiers, la personne se retrouve en train de jouer aux jeux de hasard toute la journée, et certaines personnes, même, parfois même si 7 heures du matin arrive, la première chose lorsqu'il se réveille du lit, il se réveille, il se dit, ah, mon dossier à l'immigration n'est pas encore sorti, j'attends encore mon dossier. Comme c'est reparti, il ouvre son ordinateur ou bien son téléphone et se met à jouer. Et c'est pareil au fait aussi pour les Africains, de nos jours, euh, pour les Africains, de nos jours, je peux dire, c'est quoi comme jeu pour, parce qu'on est sur ce qui arrive sur les immigrants africains, c'est quoi comme jeu de hasard aujourd'hui? Ben, les personnes vont rester là sur des, à parier beaucoup plus sur les matchs de soccer, football, comme on l'appelle en Europe, à parier avec de l'argent en ligne sur ces paris-là, en fait, en espérant qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. C'est bien beau de jouer les jeux du hasard, mais lorsque ça devient une dépendance, c'est là où abusif, au fait, c'est là où c'est mauvais. La technologie, la communication, Internet, mentir sur sa vie, ah ben justement, il y a les gens qui arrivent là, qui mentent sur leur vie. Mentir sur leur vie sur Facebook, sur Internet, sur WhatsApp. On sait on a demandé l'asile. On a un demandeur d'asile ici au Canada. Et le demandeur d'asile, ça veut dire que tu ne vas pas éternellement rester pauvre. Ça veut dire que tu vas apprendre de la société, tu vas t'intégrer et tu vas t'épanouir au sein de la société. Mais entre-temps, pendant que tu attends tes cubes d'asile, tu commences déjà à afficher certains vêtements sur Facebook, tu commences déjà à donner de l'espoir à ta famille, à mentir sur ta vie, à travers WhatsApp, tu envoies des photos, tu filmes des endroits. C'est bien beau de filmer là où on est, mais à un moment donné, ça nous revient en fait. Ça nous revient de telle sorte que, par exemple, tu obtiens ton statut de réfugié et ton salaire dans le pays d'accueil te permet seulement de payer ta maison et de quoi vivre toi-même. Et là, précisément, tu as peut-être, parce que beaucoup de personnes, parfois, certains, pas tous, ont fait des promesses aux familles, rester en Haïti, rester en Afrique. Ils ont fait des promesses de changer la vie de ces familles-là. Et là, ça donne une pression morale. Ça donne une pression morale. La personne se retrouve avec son petit salaire. Il est obligé d'envoyer ça à ses frères ou bien à ses sœurs qui sont restés en Haïti ou au Cameroun ou bien ailleurs. Et là, tu te retrouves en train avec les dettes, tu es incapable de payer ta propre maison, tu n'arrives même pas à te vêtir toi-même. Donc, ça te crée des problèmes psychologiques au fait. Tu ne vas pas bien. Tu travailles, tu as fait tout le processus normal, mais à cause le fait de mentir sur ta vie, et pourtant, ça a de l'impact psychologique sur ton bien-être social même au fait.
tu as toujours l'air fatigué, tu as toujours l'air bizarre. Mais lorsqu'il faut aller sur Internet, sur Facebook ou bien sur WhatsApp, parler de famille, tu parles comme si tu étais toi le milliardaire, au fait. Et pourtant, quand tu te retrouves seul dans ta chambre, c'est des remords, tu te sens mal, faire, faire rêver les autres, fait personne. Et pourtant, au départ, si tu as dit à ta famille que je suis un demandeur d'asile et, par exemple, je vis à Toronto, je vis à Ontario et les maisons sont chères à Ontario, voici mon salaire, voici ce que je gagne et je dois payer ma maison avec, je dois payer ceci avec. Donc, actuellement, je n'ai pas assez de revenus. Si j'arrive à voir quelque chose, je vais vous aider. Et les photos que j'envoie, peut-être que je mets sur Facebook, peut-être que c'est un endroit qui m'a plu, peut-être que c'est un habit, je me suis habillé, peut-être qu'il y avait une fête. Mais il faut dire la vérité sur sa vie, au fait. Il ne faut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, au fait. Et lorsqu'on dit la vérité sur sa propre vie, c'est en tant que nous, Africains, moi, je pense que pour des personnes africaines, toi-même, tu vas te sentir bien, au fait. Tu vas te sentir bien en harmonie avec toi-même. Tu vas pas te sentir redevable à une personne. Beaucoup, c'est vrai parce que beaucoup de personnes LGBT oublient souvent, la particularité des personnes LGBT africaines, c'est que ils aiment souvent leur famille malgré les persécutions qu'ils ont eues, malgré le rejet, l'ostracisme social qu'ils ont vécu au sein de leur famille. Mais lorsqu'ils arrivent ici, malgré tout ça, ils aiment leur famille, ils veulent aider. Mais moi, je dis toujours, tu ne peux pas aider les gens si toi-même, déjà, tu n'arrives pas à vivre. Cherche à bien t'intégrer dans la société. Cherche à bien vivre toi-même, à trouver ton bien-être social avant maintenant de vouloir aider les autres personnes. Tu ne peux pas faire que toi-même, tu n'arrives pas à vivre, à joindre les deux bouts, mais tu promets diamants et merveilles à d'autres personnes. L'alimentation. L'alimentation, il est important ici que je comprends aussi que beaucoup de personnes immigrantes, quand elles arrivent ici, elles ont les problèmes avec l'alimentation. Parce que, oui, la nourriture, tout ce qu'on mange n'est pas pareil comme en Haïti, n'a pas le même goût comme en Haïti, n'a pas le même goût comme en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, ça n'a pas le même goût au fait. Il va falloir s'adapter. S'adapter comment? Je prends toujours de mon expérience. Au Cameroun, moi, j'étais bien mince. C'est quand je suis arrivé en Allemagne que j'ai commencé à manger parce que je me disais toujours que manger la nourriture moins chère, ça va m'aider à économiser ou bien manger toujours. J'ai pris du poids, en fait. Et ça là m'a donné beaucoup de problèmes de santé. Et à un moment donné, parce que j'avais des problèmes, je me suis mis à beaucoup manger. J'étais indépendant. Mais lorsque j'ai réalisé cela, j'ai arrêté moi-même. Et aussi, donc, il faut demander conseil, au fait. Il faut demander conseil. Je pense qu'il y a des épiceries africaines que vous pouvez trouver à Toronto, ici en Ontario, partout, ou alors, avant de consommer un aliment, il faut bien lire sur la fiche qu'est-ce que cet aliment a comme conséquence sur mon organisme, est-ce que, et aussi éviter d'abuser éviter d'abuser de la nourriture parce qu'on va te dire non, c'est gratuit, on donne ça gratuitement aux réfugiés, on donne ça gratuitement, tout est gratuit. Il ne faut pas abuser, au fait. Parce qu'à un moment donné, tu deviens tellement dépendant en te disant que non, ça va finir. Et pourtant, tu peux être dépendant ou bien alors ça aura des conséquences sur ta santé physique. Donc, j'ai parlé déjà du travail. Oui, du travail, la dépendance. Et en même temps, beaucoup de personnes arrivent souvent ici pour parler du travail. Il ne faut pas abuser du travail. Si on dit 35 heures par semaine, oui, il faut travailler 35 heures par semaine. Je sais que certains vont dire non, parce que moi, les autres ont trois travails et tout et tout. Tout ce qu'on abuse a des conséquences. Ça devient comme une dépendance, a des conséquences sur notre santé. Les personnes se disent qu'ils vont construire, acheter des maisons en Afrique. Ils vont libérer les autres en Afrique. Ils vont faire ceci. Quelqu'un se trouve en train de faire, il travaille 5 fois plus que son organisme l'exige, au fait. Même s'il dort, il se réveille le lendemain, il se dit que non, je dois aller travailler. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Parce que si vous abusez de votre physique, de santé mentale, ça va se répercuter dans votre santé mentale
et ça va se répercuter. Ça veut dire même que lorsque vous travaillez, vos résultats ne seront pas performants. Les jeux vidéo, j'en ai déjà parlé au fait. Les jeux vidéo et les jeux de hasard sur Internet, le fait qu'au lieu de travailler, ou de peut-être on est en train de faire des cours d'intégration en anglais, ou bien on est en train d'apprendre, on est en train de faire une formation, pendant que le professeur parle devant, pendant que le professeur explique les cours d'intégration devant, on est sur son ordinateur, bien sur son téléphone, on est en train de jouer des jeux vidéo, on ne peut même pas s'en passer. On joue à la maison, on joue pendant les cours, on joue partout, au fait, on ne peut pas s'en passer. Il est temps parfois de limiter cela. Je sais qu'il est difficile de reconnaître, ils sont parfois difficiles pour nous, des personnes africaines, de reconnaître que on est en train d'abuser de quelque chose. Mais si on est vraiment sincère, un temps soit peu et véridique, un temps soit peu avec soi-même, il est important de souvent faire son examen de conscience. Ceci, est-ce que j'abuse? À quel niveau je suis avec ceci? Se remettre en question et se remettre souvent en cause parfois. C'est souvent c'est ça que moi j'utilise comme stratégie et ça que je conseille souvent aussi aux, aux personnes nouvellement arrivées dans un pays d'accueil. Oui, ma collègue Ekinyo va vous parler des ressources au fait qui sont disponibles quand vous faites face aux problèmes de dépendance et qui vous pouvez appeler et comment ça se passe. Merci, Laurent Francis. Donc déjà, je voudrais dire qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide lorsqu'on pense souffrir de dépendance ou quand on a quelqu'un dans son entourage aussi qui souffre de dépendance. Donc, j'aimerais d'abord rappeler qu'il existe une ligne d'écoute et de renseignement sans frais pour les personnes LGBTQIA+ francophones, donc disponible 24 heures sur 24, qui s'appelle Interligne. Ensuite, on a aussi l'hôpital Saint-Michael's à Toronto, où vous pouvez vous présenter en personne en cas de crise et les programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances de l'hôpital Saint-Michael's à Toronto sont réputés pour fournir des soins de haute qualité aux personnes défavorisées vivant avec une maladie mentale, des dépendances et d'autres obstacles majeurs dans la vie. Une ressource importante. Aussi, on a ensuite l'intergroupe on a aussi le CAMH, donc le Centre de toxicomanie et de santé mentale, pardon. Donc, leur ligne téléphonique vous offre l'accès à des interprètes pour vous servir dans la langue de votre choix. Pour les troubles liés à la santé mentale, il faut un renvoi d'un docteur ou d'une infirmière praticienne, mais pas pour la toxicomanie. Donc, pour la toxicomanie, vous pouvez vous-même vous référer. Prochaine slide. Ensuite, on a aussi l'intergroupe des alcooliques anonymes de Toronto qui finance, coordonne et héberge une ligne d'assistance téléphonique 7 jours sur 7 pour aider les alcooliques, donc les orienter vers une désintoxication, un traitement et une réunion des alcooliques anonymes, et aussi coordonner les visites d'assistance par les bénévoles. Donc, il n'y a pas de réunion en français, mais il existe des sponsors francophones. Donc, il faut en fait les contacter et demander des sponsors francophones. Ils pourront vous trouver ces ressources-là. Puis on a aussi Connex Ontario qui offre des services gratuits disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est un service gratuit et confidentiel d'information sur la santé pour les gens qui éprouvent des difficultés avec l'alcool et les drogues, la maladie mentale, le jeu, en les orientant vers les services offerts dans leur région. Donc, c'est un service financé par le gouvernement de l'Ontario. Donc, vous pouvez les appeler, ils vous orientent vers des services qui sont offerts dépendamment de la dépendance ou d'autres problèmes de santé mentale que vous pouvez vivre au quotidien. Et finalement, j'aimerais rappeler que Mélika et moi sommes là. Si vous avez besoin de nous contacter, donc on peut être contacté via le chat maintenant ou par courriel de Franco Queer. N'hésitez pas. Oui, en termes de ressources, au fait aussi, je sais qu'en Afrique, par exemple,
En Afrique et dans les Caraïbes, généralement, lorsque une personne a des questions euh, lorsque les gens ont affaire à des questions de dépendance telles que l'alcool, les drogues et tout, et les abus de substances, généralement, euh, la première ressource, c'est souvent la famille, au fait, le conseil familial. C'est dans le conseil familial où les oncles, les tantines, te parlent de leur expérience, ils te parlent comment, ils te donnent des voies et moyens, comment il faut faire, ou bien alors on t'amène chez le grand-père du village où il va te faire passer un rite, ou bien tu vas passer un mois, 2 mois à passer un rite, il va te donner certaines herbes-là. Comme c'est qu'on on n'a pas ces herbes-là ici, et parce que aussi, il faut rappeler que ces ateliers se donnent sur le prisme africain de savoir, on est en train de valoriser le savoir-faire africain. Comment est-ce que le savoir-faire africain peut aider à avoir une bonne santé mentale? Je sais, par exemple, je conseille aux organismes, par exemple, des mecs d'instaurer des pairs. Cela voudrait dire que lorsque vous recevez des personnes immigrantes, il y a certains, vous allez voir qu'ils développent certaines capacités. Ils peuvent conseiller, ils peuvent aider les frères. Donc, ça veut dire que si je suis, par exemple, un garçon, parfois certaines personnes LGBT, j'aurais du mal à me confier, par exemple, à une femme. Et aussi, j'aurais plus de facilité à me confier à quelqu'un qui est réfugié comme moi, en fait. Donc, ça veut dire, je conseille comme matériel, je conseille aux organismes de de créer au niveau des personnes réfugiées, même des pères déjà, ça fait en sorte que euh, lorsque vous sentez que vous n'allez pas bien, tu peux appeler ton père, en fait, je vais dire ton parent au niveau de l'association, tu lui parles de ta problématique et, euh, et là, il peut te servir de famille, il peut appeler quelqu'un d'autre, d'autres frères. Ils arrivent, par exemple, dans ton appartement à quatre, ils essaient de te parler, de te conseiller, au fait aussi. Parce que il faut dire que les personnes immigrantes LGBTQ qui arrivent ici, beaucoup ont traversé, ont beaucoup d'expérience dans la vie. Ils ont vécu, ils ont un certain âge, ils ont un certain vécu. Et parfois, on a toujours tendance à banaliser leur expérience. On a toujours tendance à banaliser leur expérience. Il est peut-être temps parfois aussi de valoriser comment ils étaient dans leur pays et aussi s'ils peuvent conseiller les jeunes ou bien les autres s'ils ont un problème particulier. Et c'est là, et en même temps, ces pères-là pourront, ils pourront servir de courroie de transmission maintenant entre l'organisme franco-cuir et, les personnes là parce qu'ils auront ils t'auront écouté, ils auront mieux écouté ta problématique, ils pourront mieux expliquer et t'accompagner même aussi auprès de ces personnes-là. La question aussi que je pose, je demande aux organismes, c'est souvent, comme par exemple le fait d'être une minorité francophone en Ontario, c'est vraiment problématique. Si les organismes aujourd'hui peuvent s'outiller des personnes qui peuvent accompagner des personnes francophones dans euh, dans ces thérapies, en fait, dans ces rendez-vous chez les psychologues ou bien pour expliquer bien leurs problématiques en langue française, au fait. Parce que je, je me sentirais mal, par exemple, si je ne parle pas une langue et que j'ai peut-être une problématique et que la personne ne comprend pas ma problématique. Parce il faut le dire vrai, parce qu'il m'est arrivé ici en Ontario, quelqu'un me dit, il s'exprime en français, mais lorsque je me mets à parler en français, je me rends compte que la personne qui m'a dit qu'il s'exprime en français, pas tous, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais de mon expérience, lorsque j'arrive, je me rends compte que la personne ne comprend pas, il ne s'exprime pas bien en français. Finalement, on finit la conversation en anglais et la personne m'entend très bien. Mais je dis, pour les cas des personnes qui s'expriment seulement en français, c'est inconfortable de vivre une situation de santé mentale et de partir s'agresser à une personne qui ne comprend véritablement pas le français. Parce qu'ici, on parle de la santé mentale. Et la santé mentale, il faut comprendre la culture de la personne, comprendre même l'expression française de la personne, comprendre même le B et A bas de cette personne-là. Donc, c'est pour cela que je demande, par exemple, peut-être qu'il faut demander au gouvernement, au fait aussi, c'est vrai que c'est au-delà de franco-cuir, mais il faudrait que peut-être quand on a des personnes qui ont vraiment des vraies problématiques en santé mentale,
qu'on les accompagne vraiment dans leur langue, au fait. Il est important de les accompagner si la personne ne s'exprime pas véritablement en langue, au fait. Parce que la personne peut te dire au téléphone, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Mais tu arrives sur le terrain, tu t'exprimes avec la personne, tu te rends compte qu'elle ne comprend même pas ton accent, elle ne comprend même pas tes intonations. C'est vraiment important.